Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Winemaker Show, le podcast des amoureux du vin. Aujourd'hui, je reçois François Desrobert, senior banker chez Edmond Rothschild et spécialiste du vin. J'espère que cette interview vous plaira, et si c'est le cas, je vous invite à l'aimer et à la partager autour de vous. Bonne écoute. Bonjour François. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de me recevoir ici, dans la banque Edmond Rothschild. C'est un plaisir de pouvoir vous rencontrer. Alors vous allez nous en dire un peu plus sur tout ce que vous faites ici. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et revenir un peu sur votre carrière ? Très bien, écoutez, je suis banquier depuis toujours. J'ai été chez Paribas pendant 15 ans et je suis chez Edmond Rothschild depuis 1990. J'ai été recruté par Edmond Rothschild et à l'époque Bernard Eisenberg qui était président de la banque. J'ai été recruté pour créer Edmond Rothschild Asset Management, donc j'étais le directeur au conseil de surveillance et au directoire d'Edmond Rothschild Asset Management que j'ai créé avec deux autres personnes, où nous étions en 1990 avec un portefeuille de 100 millions de francs et en 2003 nous étions à 11 milliards d'euros et Michel Sicurel, qui était président de la banque à cette époque-là, m'a nommé au comité de direction générale en charge des groupes familiaux. Donc j'ai quitté l'asset management où j'avais fait un parcours de 12 ans pour m'occuper des groupes familiaux. Et c'est à la suite du contact et des activités de conseil des grands groupes familiaux riches en France que naturellement ils m'ont demandé pour certains d'entre eux de diversifier leurs actifs et d'aller vers le vin, puisque le vin est un des actifs que les groupes familiaux recherchent, pas seulement les groupes familiaux d'ailleurs, les clients institutionnels, investisseurs, entreprises et des fonds. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est venue pour vous la passion du vin ? Alors non, la passion elle est très antérieure, puisqu'elle date de très très longtemps. Mon père avait une très belle cave, j'ai toujours été passionné par le vin. Et j'ai eu la chance chez Edmond Rothschild de pouvoir, grâce à mes actionnaires aussi, parce que mes actionnaires sont investisseurs dans le vin dans le monde entier, puisqu'il y a 500 hectares qui appartiennent aux Rothschild, enfin à Benjamin et Ariane, 3,5 millions de bouteilles vendues par an, et des propriétés à la fois en Argentine, en Afrique du Sud, en Espagne, etc. Et naturellement, les clients ou les grandes fortunes internationales s'intéressent au parcours des Rothschild dans le vin. Ils viennent, trouvent que la stratégie d'investissement et de diversification les intéresse à la fois. Pourquoi vous faites un portefeuille international, comment vous le créez, pourquoi êtes-vous dans différents pays, comment vous répartissez les risques, sachant que quand vous êtes à la fois en Argentine, ce ne sont pas les mêmes sujets qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas les mêmes risques qu'en Espagne. Et donc le fait d'avoir un portefeuille international diversifié, géographiquement, climatologiquement, sur le plan des devises. Et puis quand vous avez un savoir-faire dans le vin, eh bien, c'est intéressant aussi de pouvoir créer des synergies entre vos différentes propriétés parce que vous avez acquis un certain savoir-faire et donc des équipes qui peuvent être projetées à tout moment pour régler des sujets. Des équipes de professionnels, donc ça a un sens. Et donc la conjonction de tous ces facteurs a fait que je passe à peu près 50% de mon temps dans les vignes et au contact des grands propriétaires français. Et j'ai la chance de participer aux grands événements avec des spécialistes et tous les jours j'essaie de progresser dans ce domaine où c'est très technique, très complexe, mais ce sont à chaque fois des aventures, des contacts avec des gens de la terre, c'est le contact avec des professionnels qui font face à qui sont des grands, enfin pour ça, la plupart d'entre eux, des grands techniciens. C'est complexe, c'est risqué. C'est pas de tout repos, mais nous sommes là pour conseiller les investisseurs, les accompagner d'amont en aval dans toutes les problématiques liées à la gestion d'une propriété viticole. Alors pour qu'on comprenne bien, votre métier ici, c'est d'accompagner des personnes qui souhaitent investir en trouvant un vignoble, des vignes qui correspondent le mieux à leurs besoins. Alors sur les deux, c'est-à-dire que ma responsabilité ici, en dehors de ce que je veux faire en non-coté, en private equity, en corporate finance, en mandat, en gestion, conseil d'investissement financier pour les groupes familiaux,
et quelques institutionnels, c'est de négocier des mandats. Donc mon travail, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'origination, c'est d'aller chercher, c'est-à-dire de chercher des mandats, et j'en ai d'ailleurs 8 en cours, 8 mandats de vente pour des montants tout à fait importants. Ces mandats, donc je vais les chercher, je suis dans dans l'écosystème des propriétaires viticoles. L'important pour nous, et le gros avantage de la maison Rothschild, entre autres, c'est d'avoir ce qu'on appelle un deal flow propriétaire. En français, c'est d'avoir des mandats que personne n'a, des mandats dont personne n'est au courant, des mandats que nous allons chercher. Pourquoi les gens viennent chez nous ? Parce que c'est Rothschild, parce que Edmond Rothschild, parce qu'il y a un savoir-faire, parce qu'il y a la discrétion et la confidentialité, et parce qu'on a des équipes d'accompagnement, à la fois fiscales, juridiques, techniques, qui viennent en amont préparer. Le plus important, c'est pas tellement de signer un mandat, enfin c'est important, mais de les chiffres et de préparer un dossier. Le plus important, c'est en amont de résoudre tous les sujets. Ça a été le Claude Dotard, notamment avec les équipes. Alors moi, je me suis occupé plutôt des investisseurs, mais on a une équipe maintenant dédiée chez Edmond Rothschild, dont le métier est de faire l'exécution. C'est-à-dire, il y a 3 personnes à plein temps chargées d'exécuter, de préparer les dossiers, les data rooms, et de faire toute l'activité de fusion, acquisition et de conseil. Mon métier, c'est d'entretenir des relations avec à la fois des vendeurs et des listes d'investisseurs, puisque l'important, c'est quand vous avez un mandat, c'est de savoir à peu près, alors c'est pas toujours le cas, mais le plus souvent, c'est que quand vous avez une propriété à vendre, vous savez qui va l'acheter, dans un monde idéal. Pas toujours comme ça, mais si vous faites en amont le travail de voir tous les propriétaires, et de bien connaître, d'avoir les informations, et des informations fiables, parce que on se rend compte que dans beaucoup de régions, vous avez de faux beaux dossiers. Donc vous avez des beaux dossiers et puis des faux beaux dossiers. Ces faux beaux dossiers, c'est que vous avez une intoxication, on vous dit il y a telle chose à vendre, j'ai entendu parler que... Tout ça, c'est très important de faire le tri, de ne pas perdre de temps avec des dossiers qui n'ont aucune chance d'aboutir ou qui sont déjà sur la place depuis longtemps. Et s'ils sont sur la place depuis longtemps, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas intéressants, parce qu'il y a des sujets, personne n'en veut. Ils sont un peu brûlés, c'est un peu comme une œuvre d'art, Je veux dire, c'est le même syndrome, c'est-à-dire quand vous parlez trop des choses, eh bien l'intérêt disparaît, et c'est important pour nous d'aller avec des informations fraîches, une fraîcheur de dossiers, des dossiers sur lesquels peu de gens sont au courant, ce qu'on appelle des trophy assets. Bon, puis l'important aussi, c'est d'arriver avec un portefeuille de grande qualité, sur lequel vous avez travaillé en amont, sur lequel vous avez longtemps en avance eu des informations, et quand le jour où il y a un facteur déclenchant ou un élément qui fait que vous savez, facteur exogène, que ça va se vendre, vous êtes le premier, vous avez préparé les esprits, vous avez une liste d'investisseurs. Donc à la fois c'est l'amont, et puis c'est aussi de parler à des investisseurs qui vous parlent de leur stratégie. J'ai à peu près là une douzaine d'investisseurs qui sont à la fois des clients, des personnes privées, des institutionnels, des étrangers, ça peut être des entreprises, des fonds, qui nous ont défini leurs critères, qui nous ont dit le jour où vous avez quelque chose qui ressemble un peu à un portrait robot qu'on nous a donné, eh bien faites-nous signe, nous sommes acheteurs, et puis on définit les critères à l'avance, acheteurs en termes de prix, acheteurs en termes de le bâti, acheteur en termes de région viticole. Tous les éléments qui peuvent rentrer dans ce portrait robot, c'est justement le prix forcément, l'architecture du domaine. Voilà, l'architecture du domaine, sa notoriété, ses réseaux de distribution, comment c'est distribué, ses chiffres, si c'est rentable ou si c'est pas rentable. Est-ce que c'est une belle endormie, au contraire une propriété qui marche bien et qu'on peut encore développer. Il y a beaucoup d'éléments. Est-ce qu'elle n'a pas eu de problème ? Est-ce que les chais sont en bon état ? Est-ce que le bâti, est-ce qu'il y a un potentiel sur différents vecteurs ? C'est-à-dire, est-ce que le chai peut être développé ? Est-ce qu'on peut agrandir ? Est-ce qu'on peut planter ? Est-ce qu'on peut racheter les voisins ? Est-ce qu'on peut... D'accord, donc il y a vraiment une multitude... C'est plurifactoriel, c'est vraiment... il faut...
Pour un achat, si vous voulez, puis il y a les équipes, puis également il y a des clients qui nous disent écoutez, moi j'y connais rien, j'ai de l'argent, enfin ils disent pas que ça comme ça, mais je suis pas un spécialiste du vin, mais si vous avez des équipes, alors je vous donne un exemple concret, je suis en train de travailler sur un dossier bourguignon très important, la personne nous dit moi j'aimerais que vous nous trouviez quelqu'un pour cultiver, donc un fermage, un viticulteur, mais qui va intégrer mes critères, mon ADN, qui va me continuer, si je puis dire, me prolonger, mais avec le même affect que j'ai moi, pour mes terres, et je veux qu'il me ressemble et qu'il respecte un peu mon mode de fonctionnement. Donc c'est à la fois la vente, mais c'est pas l'argent n'est pas forcément le critère déterminant, c'est aussi des critères psychologiques qui rentrent de savoir-faire aussi, de patrimoine voilà. Non tangible. Absolument. Donc aussi la préparation. Donc là aussi, on passe beaucoup de temps. Moi, j'ai appelé ça de l'ingénierie psychologique. Alors pour faire simple, c'est quand il y a une cession, notamment des propriétés qui sont depuis 3 ou 4 générations dans une famille, eh bien c'est très douloureux, c'est difficile. Le vendeur a l'impression de trahir ses ascendants, son héritage, et donc il y a un travail à faire pour que... Alors il y a aussi une fenêtre de tir patrimoniale et financière. À partir du moment où vous avez une inflation des prix, il n'a pas d'héritier, ou personne, aucun de ses enfants, ou il en a mais les enfants ne veulent pas reprendre ça, et bien à ce moment-là, on les accompagne même en aval. C'est-à-dire que c'est pas notre intervention ne s'arrête pas le jour où il a reçu son chèque. Mais après, il y a des tas de sujets. Par exemple, je veux trouver une équipe en place, je veux trouver le fermage, je veux savoir ce que je vais faire avec l'argent aussi, parce que j'ai travaillé dans le vin, il a gagné de l'argent, mais il ne veut pas prendre trop de risques, mais il faut quand même placer des capitaux, ce qui est aussi un autre métier. Donc là, on a des équipes qui sont spécialisées. Et en amont, la préparation d'une session, c'est la mise à plat d'abord de sa stratégie patrimoniale. Alors, en général, ils n'ont pas forcément de stratégie, c'est à nous de voir comment il veut fonctionner, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut faire avec l'argent, est-ce qu'il a des donations à faire, est-ce qu'il y a des opérations d'ingénierie fiscale et patrimoniale à organiser, de manière à ce que tout se fasse mieux. On doit écouter les gens, on doit les écouter, respecter leur... Ce qui fait d'ailleurs la richesse de nos métiers, c'est qu'à chaque fois, ce sont des éléments différents. C'est intéressant parce qu'en fait, vous ne faites pas du tout uniquement que de l'achat-vente. Vous avez un vrai cycle de je repère des domaines où j'ai des demandes d'achat qui viennent, à je vous accompagne dans la mise en place de nouveaux produits, dans le placement de votre argent que vous avez reçu après. Oui. La détermination des cibles. Alors il y a une autre chose que je tiens à souligner, c'est qu'il y a certaines personnes qui nous décrivent des cibles en nous disant on aimerait bien acheter telle propriété. Ah d'accord. Et ça c'est très excitant parce qu'elle n'est pas à vendre et parce qu'elle est... Alors bien entendu, des choses qui ne sont pas à vendre peuvent évoluer en fonction... peut-être que les gens n'ont pas forcément conscience de ce que ça vaut, ils n'ont peut-être pas... Ou au moment où on commence à travailler sur un dossier, il y a un élément qu'on a imprévu, qui n'était pas prévu et dans le calendrier qui fait que il y a une réflexion où le dossier s'est ouvert à la réflexion. Ça peut être aussi des conflits familiaux. Hein. C'est pas seulement des choses forcément agréables, mais c'est vrai que ou des conflits familiaux ou pas seulement des conflits familiaux, mais l'atomisation des actionnariats fait que quand on sait qu'une propriété vaut 100, 150 millions, 200 millions, 300 millions, eh bien, ça excite un peu l'appétit d'un certain nombre et puis d'actionnaires et qui ont envie de faire autre chose aussi. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on doit prendre en compte de manière à ce que le dossier soit bien au point et qu'il n'y ait pas, pendant la durée d'exécution des mandats, des éléments qui viennent perturber le mandat ou rendre des choses complexes ou difficiles. C'est passionnant comme activité. Je pense que le moment où on vous dit je veux acheter tel domaine, ça doit être particulièrement excitant en effet de l'autre côté. Alors oui, ce qu'il faut, c'est intéressant aussi de dire, c'est quels sont les critères, pourquoi on achète. Alors il y a, là aussi, c'est un domaine très vaste, les motivations sont hétérogènes, sont très différentes. C'est vrai. Ça peut être un chef d'entreprise, enfin je vous donne des cas concrets, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Un chef d'entreprise que nous connaissons, qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui est tout seul, il a de nombreuses sociétés,
Et le fait d'avoir un vignoble, c'est une propriété viticole avec un bâti ou un château, une chartreuse, ou une bastide, tout ce qu'on veut, ça dépend des régions. Ça permet d'inviter des clients de marque, ça permet d'utiliser une marque et de développer et de créer une certaine, comment dirais-je, cohérence au sein de son groupe et de ses équipes, parce que c'est très convivial d'avoir un vignoble ou d'avoir du vin qui est produit par son président ou la famille du président, de recevoir les meilleurs vendeurs. Enfin, il y a des tas de choses. Et puis il y a l'investissement plaisir, des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller à la conquête de la planète avec leur propriété, mais d'équilibrer tout simplement l'achat et les frais et les coûts de ces propriétés avec les recettes et d'essayer d'équilibrer. D'autres, au contraire, qui veulent acheter de belles endormies. Ils se disent, écoutez, moi j'ai envie de... Il y a des jeunes, donc c'est des gens qui ont vendu des jeunes milléniums qui ont vendu leur société, ils ont de l'argent, ils ont envie d'acheter quelque chose qui n'est pas forcément en ordre de bataille, mais qui a du potentiel. Alors là, on les aide aussi, on leur donne des conseils. Moi, je ne vendrai jamais une propriété à laquelle je ne crois pas. Donc ça, c'est important aussi de dire, je fais comme pour moi. Malheureusement, je n'ai pas les mêmes moyens de certains d'entre eux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a besoin ils ont besoin de bien connaître leur motivation. Ça peut être le plaisir, ça peut être une belle endormie pour le client a les moyens d'accompagner et de restaurer l'activité. Voilà, d'accompagner, de faire du build-up, enfin de faire l'acquisition de terre, de créer, d'améliorer le chai, de préparer ou de faire de l'œnotourisme, c'est tout à fait à la mode, et c'est un moyen d'avoir des cash flows plus réguliers, sachant quand même que le vin, il faut être patient, c'est un investissement foncier long terme. Et donc, si vous voulez faire un peu d'argent, baisser les coûts, eh bien, d'avoir des chambres d'hôtes, d'hôtellerie, de faire ce qu'a fait aussi Bernard Magret ou d'autres. Mais donc là, il y a une clientèle pour ça. C'est pas seulement le vin. Et puis, le no-tourisme, c'est plus ce qui existait à une époque. Ouais. C'est-à-dire de venir et dans une propriété déguster du vin et de repartir. C'est plus du tout ça. Les clients, les investisseurs veulent apprendre, ils veulent qu'on leur explique, ils veulent rencontrer le maître de chai, ils veulent qu'on leur explique comment on fabrique du vin, ils veulent connaître toute l'alchimie du vin, et ils sont beaucoup plus exigeants, et puis pour certains aussi de lier le goût du vin avec l'historique, avec la propriété, avec le parcours des propriétaires. Enfin, ça va beaucoup plus loin. Même avec d'autres activités. Il y a le château Smith-Lafitte, par exemple, avec la marque développée par la fille Voilà, exactement, les marques de Caudalie. Là aussi, on voit une évolution. D'ailleurs, je pense qu'ils gagnent peut-être plus d'argent avec les sources de Caudalie qu'avec Smith-Lafitte. Ils ont acheté notre propriété à côté. Mais aussi, dans l'hôtellerie, de rappeler les cabanes chanquées de Arcachon, etc. Mais c'est vrai que c'est un ensemble. Et donc, à mon avis, la déclinaison de l'œnotourisme, on est au balbutiement. Et on va voir des choses. Je vous donne un exemple concret. J'avais un client qui voulait absolument acheter un trophy asset, une belle propriété en Bourgogne. Je leur ai présenté un des plus grands propriétaires, qui est négociant d'ailleurs, qui a emmené, le client est venu avec son hélicoptère, donc il avait déjà un certain moyen, mais on leur a expliqué, ils ont survolé les vignobles, enfin, donc ça va plus loin que déguster du vin. D'ailleurs, c'était pas forcément ils voulaient voir la géologie, ils voulaient voir comment ça se passe, voir les différents climats bourguignons. Enfin, il y avait une soif d'apprentissage et d'échange qui fait que ça rend passionnant le métier. Absolument. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les différentes régions ? Est-ce que vous avez observé des dynamiques, que ce soit en France ou à l'étranger ? Des choses qui sont plus demandées, moins demandées comment c'est réparti alors nous sommes quand même assez français, je dirais, dans les zones d'activité, c'est la Provence, la Bourgogne, les Côtes-du-Rhône et les Bordelais, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs.
On a des demandes en Italie, on a des demandes en Espagne, etc. Mais là, on est moins équipés. Enfin, en tout cas, les régions que nous connaissons, nous, sont celles-là. La demande est très forte. Je veux dire, il y a un attrait important qui est dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que vous avez eu un déferlement de cash, de liquidité sur les marchés, du fait de la politique de quantitative easing des banques centrales. Et donc aujourd'hui, vous avez des taux à zéro, voire négatifs. Bon, aujourd'hui, les personnes qui investissent, si vous voulez, le rendement d'une propriété viticole, en général, on pense à 2, 2,5, c'est déjà beaucoup. Et à l'époque, si vous voulez, quand les taux étaient plus élevés, ça avait peu d'intérêt. Okay. Aujourd'hui, quand l'argent vaut pratiquement zéro, voire moins, j'ai même vu qu'en Allemagne, d'ailleurs, des banques prêtaient à des taux négatifs, c'est-à-dire vous remboursiez moins que ce qu'on vous prêtait. Bon, alors là, on est peut-être un peu dans l'excès, mais ce n'est pas le cas pour les vignerons. Mais donc, si vous voulez, il y a beaucoup de liquidités, il y a une inflation des prix, donc on l'a bien vu nous, vous avez là le teaser, c'est le tombstone plutôt du Clotard, mais enfin bon, on a fait d'autres opérations, on en a en portefeuille importantes. Il y a les prix ont monté, il y a, alors, je pose des questions, j'ai été atteint l'Hermitage la semaine dernière, je pense que les Côtes-du-Rhône, je l'ai écrit dans une revue professionnelle, que les Côtes-du-Rhône sont en train de se développer énormément. En fait, si vous voulez, quand vous avez des effets, peut-être pas de bulle, mais quand vous avez des prix très élevés, comme ça a été à Bordeaux, après en Bourgogne, et maintenant, les investisseurs regardent les zones où il y a encore, si vous voulez, des possibilités de faire des affaires à des prix raisonnables. Il n'y a pas encore des zones inflatées. Alors, c'est les Côtes-du-Rhône. Sur les Côtes-du-Rhône, le Languedoc-Roussillon aussi, où on a des gens géniaux dans le vin en France, encore méconnus. Absolument. Et donc des régions à découvrir. Donc ça, notre responsabilité ou mission, c'est de trouver des zones et de découvrir des grands professionnels, des viticulteurs de talent qui, par modestie, par manque de moyens, restent un peu confinés, si vous voulez, mais méritent d'être découverts et d'avoir une certaine notoriété, et surtout qui sont des gens talentueux et dont les prix restent maîtrisés et raisonnables. Et en plus, en face, vous avez une demande mondiale, une demande même globale, qui ne cesse d'augmenter pour le vin français, que ce soit avec des marchés qui sont déjà établis ou avec de nouveaux marchés qui s'ouvrent. Exactement. Donc je suppose que les équilibres sont plutôt vous avez raison. Alors, il y a des marchés mondiaux énormes, et la France reste quand même un des grands pays du vin. D'ailleurs, c'est le pays sur lequel il y a le plus de visites, parce que j'ai vu qu'on a 4,5 millions de visiteurs par an dans le vin. Et Bordeaux est la première destination. Donc et puis si vous voulez, moi je dis toujours, on ne peut pas transposer ou transporter la géologie. Le vin, c'est le génie du Puy-du-Rhône et de l'Assembleur, et puis le reste, c'est des couches géologiques qui datent de millions d'années, et vous ne pouvez pas les transférer. Alors, vous pouvez pas les transférer, ça reste français, ou ça reste localisé, si vous voulez, dans les régions de production. Bon, donc effectivement, là, il y a un regain d'intérêt, il y a des demandes de placement, des demandes aussi de nouvelles fortunes qui éclosent dans le monde entier, des jeunes. Et le vin, on l'a vu d'ailleurs en Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Mais le vin en Chine, vous poser la question. Quand on achetait à l'époque, qu'il y a eu une époque récente, il y avait une décorrélation entre le prix et le contenant et le contenu, et le prix, si vous voulez, c'est que c'est devenu un marqueur social en Chine. Et donc, quand on offrait une bouteille même si elle était fausse d'ailleurs, bouteille de Lafite Rothschild, dont mon actionnaire à 17% est le plus grand actionnaire privé, mais il y a d'autres vins qui ont été achetés, les Pétrus et autres. Là, on est dans un phénomène de décorrélation, mais on achète un produit de luxe, on achète un marqueur social, et là, à ce moment-là, on n'est plus dans la notion de prix. Il y a 2 bouteilles de Romanée Conti qui ont été vendues en 1945, qui ont été vendues 550 000 $. Je pense qu'elles ne seront jamais bues. Là, ce sera dans la vitrine ou dans la cave de l'acheteur. Tant mieux pour le vendeur, parce qu'avec 550 000 € le prix d'une bouteille, il peut acheter des merveilles. Absolument. Et se faire une très belle cave de vin qui feront très plaisir à ses enfants et voire à ses petits-enfants. Donc,
Là, on est dans une autre... Ça, c'est une autre dimension de l'achat et vente de vin Voilà. en bouteille. Vous avez parlé un petit peu avant de belles endormies. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé ces dernières années d'effectuer une transaction sur ces dernières Oui. et ensuite de les voir complètement décoller Alors, oui, alors c'est arrivé pour nous de présenter des belles endormies. Alors, il y a de tout. Il y a des très, très endormis. La Belle au Bois dormant, très, très endormie depuis longtemps. Et puis, non, et des propriétés qui sont moins endormies, mais plus rapidement boostables ou arriver à un degré d'équilibre et à rentrer dans le vert, enfin, de gagner de l'argent. Donc là, il y a des strates, en fait, donc, où il y a des c'est possible. Alors, c'est possible avec du talent, c'est possible avec de l'argent, c'est possible avec des personnes qui ont bien évalué les besoins. D'abord, pourquoi sont des belles endormies? Alors, j'ai eu un cas où le propriétaire se désintéressait totalement. Il avait un certain âge, il n'avait plus la volonté, la force, l'intérêt pour cette propriété. Donc pendant quelques années, les 4 ou 5 dernières années, il a fait du soft landing, si je puis dire. Et donc la propriété, il n'allait plus dans les foires au vin, parler de son vin et l'échanger, parce que ça c'est aussi très important. Il y a des gens même très riches qui sont ravis d'aller dans les foires au vin, de rencontrer des gens, discuter avec eux, d'échanger des passions avec leurs voisins de stand. Et donc le vin, c'est un formidable vecteur de communication et de convivialité et de partage. Donc là, pour revenir à votre question sur les belles endormies, oui, il y en a. Il y en a qui sont absolument pas redressables parce que c'est allé trop loin. Mais ça, on n'en parle pas. Et puis il y en a d'autres où, avec du talent, en créant même une marque d'ailleurs, parce que j'ai vu des gens qui, ex nihilo, créaient des marques. Et donc, à partir du moment où vous créez une marque, vous effacez, si vous voulez, le mauvais côté de l'ardoise et vous laissez les choses qui sont défavorables. Et puis, vous repartez from scratch pour une nouvelle aventure. Et on a des cas de réussite, bien sûr, on peut réussir. Et c'est aussi un vrai challenge. Quand Edmond Rothschild a acheté Château Clark en 1973 à une famille bordelaise, il n'y avait rien. Donc il pouvait acheter ce qu'il voulait. Il pouvait acheter Bechevel, il avait la Lafite Rothschild, mais enfin, il pouvait faire un chèque pour avoir... Il voulait être le viticulteur qui allait donner ses lettres de noblesse à une propriété qui était en friche. Il n'y a pas de château, il n'y avait pas de vigne, il n'y a pas de vin, donc... Oui, ça fait vraiment pas beaucoup. Non, il y avait de l'argent, mais l'argent ne suffit pas, mais il y a aussi la volonté, et puis l'énorme satisfaction d'avoir créé vous-même. On a tous, je pense que tous les vignerons, enfin moi ceux que je vois, les vrais, enfin je vois beaucoup de vrais d'ailleurs, c'est l'attachement à la terre. Tout le monde a un attachement à la terre et le fait de pouvoir... C'est de la magie, la vigne, de travailler une vigne. Avec tous les aléas que ça comporte, parce qu'on parle de choses positives, il y a aussi les risques. Il y a des risques de climat, il y a des risques de grêle, il y a des risques de gel, il y a des risques de chaleur, il y a des risques de climat, enfin des climatologiques qui sont quand même des épées de Damoclès. Et donc, il faut savoir que c'est pas de tout repos. Vous pouvez avoir 1, 2 ans, 3 ans, ça a été le cas en Bourgogne, de vicissitudes, de problèmes. Et puis aussi, un autre des grands challenges, alors on parle de climat, de réchauffement climatique, l'impact sur le vin. Quand on regarde les courbes... C'est justement la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous menez des études de réchauffement climatique? Alors, c'est pas nous, mais sur des études qui existent. J'en lisais une il n'y a pas longtemps, où on voit qu'entre 1950 et 2018, le raccourcissement des délais de vendange, et on arrive entre 15 et 1 mois pratiquement. Et donc là aussi, ça change la donne. Donc le climat, le réchauffement, l'impact sur l'acidité du vin, l'impact sur la maîtrise de l'équilibre du vin, etc. Donc la technique et le savoir-faire de vigneron est obligé de s'adapter. Alors, je donne un autre exemple d'ailleurs, j'ai un mandat très important, plusieurs centaines de millions, ça c'est la position des vendeurs, ils ont peur du réchauffement climatique et ils pensent que ça va impacter leur propriété et qu'on risque d'avoir des concurrents
Alors ça fait partie des grandes peurs dans tous les domaines. La peur le climat et qu'est-ce qui va arriver si la Terre se réchauffe d'1 degré, de 2 degrés, de 3 degrés. Bon. Moi je fais confiance au génie de l'homme. Et je pense que il y a eu dans toutes les histoires de l'humanité des périodes où il y a eu des grandes menaces et elles ont été maîtrisées. D'abord, il y a eu le phylloxéra, ça a été aussi c'est vrai que pour le vin, pour le vin quand même. Vous étiez déjà en activité à l'époque? Alors, non, je suis désolé. C'était dans je les suis années pas 50 tout jeune. quand même, donc, c'est ça? Mais je lis, Ouais, j'apprends. Enfin bon, et toutes les vignes ont été complètement éradiquées. Et donc, enfin, elles ont été arrachées en fait. Donc il y a eu les implants les greffes américaines. Et donc il y avait un défi qui était majeur et ça a sauvegardé. Il y a eu le sauvetage de la filière. Donc je pense qu'il y a des possibilités, des réponses, comme on voit. Alors elles sont peut-être encore insatisfaisantes, mais quand vous avez le gel, et alors vous avez les hélicoptères qui passent, après on vous dit vous mettez des éoliennes, ou alors vous mettez des brûlots dans les champs, vous mettez de la paille pour faire de la fumée, pour empêcher les rayons du soleil de brûler vos trucs. Bon. Maintenant il y a des filets, etc. Donc je pense qu'il y aura des réponses. C'est compliqué. Moi je dis, d'ailleurs on ne cache pas d'ailleurs aux personnes qui sont un peu novices, ou les primo-accédants dans le vin, il y a aussi le défi du bio, la biodynamie. Le bio, c'est un vrai sujet. J'en parlais ce matin avec un client qui me dit, que j'ai rencontré d'ailleurs, qui livrait du vin dans mon quartier. C'est un peu le hasard, un propriétaire, et qui me disait oui, j'ai perdu une partie de mes vignes parce que je me suis mis en bio, mais on ne maîtrise pas encore tout à fait ça. Je le savais, me dit-il. J'avais prévu de la perte en ligne, en fait, la perte, mais ça fait partie de la learning curve, et bon, ça fait sur les aléas, quoi. Voilà. Mais bon, il y a des réponses à des menaces. Est-ce que dans vos portefeuilles, vous voyez aussi apparaître des vins nature? Ou pas encore? Ou pas du beaucoup. Tout. Il y en a, oui, il y en a, mais pas beaucoup, non, mais j'en vois pas, enfin, j'en ai pas vendu, en tout cas, non. On est plutôt sur des grandes propriétés, on a des demandes. Alors, on travaille sur des sujets entre minimum 40-50 millions jusqu'à, le plus gros c'était 300, là j'en ai un à peu près aussi du même montant. Mais la moyenne, c'est pas ça, la moyenne sont des propriétés 30-40 millions. Il y a même des opérations que nous faisons sans forcément prendre de mandat, mais mettant en rapport acheteurs et vendeurs, dans la mesure où on sait très bien qui, comme je vous le disais avant, qui sont les acheteurs. Et là, c'était une petite propriété en Bourgogne, il y avait 2 hectares, ce qui n'est pas totalement petit, mais comme la valeur était de l'ordre de 10 millions, je crois, j'ai proposé à un vigneron bourguignon d'aller la voir, il va l'acheter. On n'a pas pris de mandat, mais par contre, on récupérera le produit de la vente pour nos activités de gestion privée. Je m'occupe également du vendeur en question. Du vendeur, et de récupérer des capitaux pour les redéployer sur les marchés. Alors, je pense que vous ne pourrez pas dire de non globalement, mais enfin pas tous. Non, mais est-ce qu'il y a un deal qui vous a le plus impressionné? Écoutez, qui était le plus excitant pour vous Alors, il y a beaucoup de deals. Alors, moi, je ne me suis pas occupé de celui-là. Je me suis occupé de trouver des investisseurs pour le Clotard. Ce sont mes équipes, enfin nos équipes de M&A qui ont fait le travail, dont une personne en particulier. Ça a été un deal emblématique parce qu'il y a eu un énorme travail de développement. C'est-à-dire qu'au départ, on a eu une personne qui est venue nous voir avec 21% de capital. Et progressivement, c'est un deal qui a pris 2 ans. Donc, c'est très long. C'est entre 1 an et 2 ans. Parfois c'est plus court, mais en général il faut compter 1 an minimum. C'était un deal emblématique d'abord parce que ça nous a permis d'avoir de contacts avec de très gros investisseurs internationaux. Donc là, le fait d'avoir un deal à proposer, ça nous permet de créer des liens avec des familles. Alors, il y a eu un deal, c'est pas nous d'ailleurs, mais enfin quand la famille Santo Domingo a acheté 20% de Petrus, donc valorisé 1 milliard. On les connaît bien parce que ce sont des partenaires que nous connaissons en Colombie d'ailleurs. Donc non, le deal c'est Clotard parce que ça a été, on a vendu
pour un montant pas loin de 300 millions, 7 hectares et demi quand même. Donc ça a été... Alors c'est pas tellement le prix, c'est vrai que le Clotard, c'est une rareté mondiale. Le Claude et Lambret, c'est une rareté mondiale. Romain et Conti, c'est une rareté mondiale. Il y en a d'autres. Et donc, alors ce que je vois aussi, c'est important, c'est que la typologie des investisseurs est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, trop à mon avis, des Chinois. C'était une question qui était prévue. Et donc les Chinois, si vous voulez, ils ont au départ acheté beaucoup de propriétés à Bordeaux, plus d'une centaine. Personnellement, il n'y en a pas beaucoup que j'aurais acheté. Il y en a même certaines qui sont en train de revendre, dont une dont j'ai un mandat. Mais on voit aujourd'hui des Japonais, on voit des Américains revenir en force, des Suisses, des Anglais, des Français. Et donc le marché s'est internationalisé. Et pour les raisons aussi de cash, il y a eu c'est la planète entière où les liquidités sont abondantes, pas chères, et la recherche d'actifs. Donc une fois que vous avez des grandes familles ont de l'immobilier, des forêts, des portefeuilles du private equity, qui sont business angels, qui font des co-investissements, le fait d'avoir traditionnellement et naturellement, le fait d'avoir leur nom sur une étiquette. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, exactement, sur le gâteau. Et c'est un formidable outil, un vecteur de relationnel. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai vu la semaine dernière des personnes très riches qui ont un vignoble. Je me dis, mais nous, ils s'ennuient un peu, en fait. Il me dit, mais moi, le fait d'aller dans des foires au vin, enfin des foires haut de gamme, discuter avec le voisin, partager une passion et goûter notre vin et voir que les gens connaissent quand ils goûtent, pas seulement des gens qui viennent en touriste, ils partagent une passion et il y a des échanges très, très, très puissants, très, très riches. Et donc le vin a cette formidable capacité d'ouvrir et de parler. Moi, je le vois aussi, c'est passionnant de voir des vendeurs ou des propriétaires, parce qu'ils racontent tout leur parcours dans le vin et leur passion en fait. Et donc c'est vrai que c'est difficile quand ils vendent, il faut les aider à préparer, même si ils reçoivent un gros chèque, c'est pas forcément une fidélité, il faut combler un vide. Et même, il y a peut-être aussi cet aspect de partage en famille. Vous devez avoir des clients justement très, très, très riches qui souhaitent acquérir un domaine et qui peuvent ensuite partager l'amour de ce domaine ou son entretien un peu avec les enfants ou petits-enfants. Bien sûr, oui. La cave, bien sûr, oui. Alors c'est un moyen aussi, quand vous avez des enfants, des petits-enfants, et que vous avez une belle propriété viticole, ils viennent plus volontiers que dans une maison qui est au fin fond de la France, dans un trou paumé, ravitaillé par les corbeaux, comme on dit, enfin un truc un peu paumé. Bon, le vin, en plus, c'est ça, c'est passion, ils ont envie d'apprendre, et puis on peut il y a une forme dans l'éducation et de transmission d'un savoir. Le savoir de l'œnologue, le savoir, la dégustation, ils en parlent autour d'eux, et ça sert aussi de buzz, c'est un des vecteurs de développement, les enfants d'amis, le personnel, des gens, on voit bien dans des clients institutionnels qui ont des propriétés, ils sont ravis de pouvoir en faire profiter les amis de leur groupe, leurs clients, le personnel, et pour les familles c'est la même chose. Il y a un écosystème familial qui est alimenté, si je puis dire, par une passion. C'est formidable. Alors là, on va faire un grand bond en arrière, mais je me suis rendu compte que c'était une question que je ne vous avais pas forcément posée. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour arriver ici ? Et est-ce que vous avez une formation aussi spécialisée dans le vin en plus ? Ou est-ce que vraiment c'était une passion et à force de la cultiver Alors ma formation, j'ai fait Sciences Po et une maîtrise de droit. Okay. Je suis administrateur d'un certain nombre de sociétés. Je suis pas de diplôme dans le vin, mais j'apprends tous les jours. Je suis modeste, vous êtes un curieux, dans le vin en tout cas. Et je fais des dégustations. Je vais dans le masterclass avec des spécialistes. J'ai moi-même une cave. Et puis je lis des tas de livres. Je lis tout ce qui enfin pas tout, mais beaucoup de ce qui est disponible. Je fais des interventions sur l'investissement dans le vin. J'étais à Bordeaux la semaine dernière pour présenter l'investissement dans le vin à une dizaine de personnes. J'étais devant une centaine de chefs d'entreprise à Beaune avant Noël pour leur expliquer
Enfin, pour échanger, pour leur dire ce que je vous dis là, pour leur dire voilà, écoutez, le vin, voilà notre position. Bon, bien entendu, nous souhaitons être un des grands acteurs du vin en France en termes de transmission, en termes de fusion et acquisition. On a des équipes spécialisées, on peut traiter tous les sujets et naturellement, on commence à nous connaître. Et j'ai très régulièrement des demandes. Là, j'ai 8 mandats en cours d'exécution, d'ailleurs signés, exclusifs, pour des montants très importants sur les cumuls. Alors ma formation, ben non, j'ai une formation de banquier. C'est formidable d'avoir cette passion, de la cultiver, d'arriver à manier son activité professionnelle et son plaisir. C'est formidable, oui. Et puis on m'invite, on fait déguster du vin. L'autre jour, j'étais avec un monsieur très sympathique qui m'a offert une bouteille de Claude et Lambray de 1950. Voilà, donc je n'avais jamais bu de Claude et Lambray 1950. Vous l'avez déjà bu ? Oui, je l'ai bu, c'était un grand moment. Alors peut-être un peu fatigué, mais c'était bien. Non, et puis quand je vois les propriétaires, on m'a encore offert une belle bouteille hier, je demande, j'essaie de progresser. Donc la lecture, le contact. Les visites aussi, parce que je suppose que vous êtes souvent dans les vignes. J'y vais au moins une fois par semaine. Ouais. Ah oui, donc J'étais atteint l'Ermitage la semaine dernière pour un grand dîner avec Guigal, Chapoutier, la cave de thym à l'Ermitage. On a bu l'Ermitage blanc, l'Ermitage rouge, on a bu des choses sympathiques. J'ai noué des relations amicales avec des très grands vignerons français. Et donc, quand j'arrive chez eux, ils me font visiter. C'est pas la visite traditionnelle, mais je vais voir leur trésor et ils me font partager leur trésor. J'ai créé un fonds de dotation pour Michel Chasseuil, qui a la plus grande collection de vins au monde. C'est une collection de 40 000 bouteilles, valuée entre 60 et 80 millions d'euros. C'est un monsieur qui a toute sa vie collectionné du vin. Je l'ai aidé à créer sa fondation et autour de lui de trouver des amateurs, faire des dîners d'ailleurs, dégustation de vin. Donc je progresse. Mais je dois avouer que il y a beaucoup de travail. C'est très voilà, j'ai lu beaucoup de livres, j'en lis encore. Et puis à chaque fois, si vous voulez, ce sont des aventures différentes. Avec des gens, c'est pas la même chose. Là, je vous donne un autre exemple. J'étais tout à l'heure en train de travailler sur un des grands producteurs de Languedoc-Roussillon, un génie du vin, un génie connu de grands restaurants étoilés, mais qui veut vendre sa propriété. Donc je vais l'aider. Pas forcément d'ailleurs avec un mandat, mais je vais l'aider. Je fais beaucoup de relations, de mets en relation des personnes, comme je l'ai fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre un propriétaire à Boré-Saint-Denis et un autre acheteur à Bourguignon pour les mettre en contact. Il y avait une parcelle à vendre et je trouve intéressant aussi de faire profiter de la puissance de notre réseau. Alors c'est aussi dû, c'est pas forcément mon talent personnel, c'est aussi le fait de porter le nom d'Edmond Rothschild, qui est un formidable, je dirais, sésame. Donc il y a ces conjonctions de facteurs, nos actionnaires passionnés de vin, le nom de Rothschild, et puis le savoir-faire de mes équipes, enfin de nos équipes d'exécution, où c'est important de savoir que quand vous avez un dossier et un mandat, sur la qualité de l'exécution, la confidentialité, le résultat du travail et d'approcher, je les aide aussi à identifier des investisseurs, parce que j'ai des listes d'attente. Tout ça, c'est un travail d'équipe. Je ne suis pas tout seul. Alors, vous êtes 3 personnes sur l'exécution. Est-ce que vous avez... Non, moi je m'occupe de l'origination. Sur l'exécution, il y a 3 personnes qui s'occupent de tous les... il faut faire les données chiffrées, les data rooms, les mandats, et puis nos équipes d'ingénierie fiscale patrimoniale, parce qu'il y a un gros travail à faire de préparation, de voir, parce que dans une session, il y a des moyens de réduire la facture fiscale, ou du moins en tout cas de faire une transmission qui va à la fois être la vente de la propriété, mais également de résoudre des problèmes dans certains cas de succession, avec des enfants, avec des épouses, avec des petits-enfants. Et c'est le travail que nous faisons, c'est un travail de chaîne de valeur. Donc c'est difficile pour vous de dire il y a autant de personnes qui travaillent sur
un deal, puisque en fait c'est un travail vraiment transversal Voilà. entre plein d'équipes chez Oui. vous. Ok. Non, c'est vraiment intéressant pour vous d'avoir toute cette chaîne. Bien sûr, parce en que plus ça donne de la l'accompagnement crédibilité, humain, voilà. Et puis c'est important aussi quand on signe un mandat de pouvoir l'exécuter. Ouais, Je veux dire, ça, absolument, c'est ouais. important, Et la sinon, ça qualité serait- de l'exécution, parce que c'est votre réputation qui est en jeu. Hein. Absolument. Absolument. Est-ce qu'on peut revenir sur le fonds de dotation dont vous avez parlé justement? Je trouve ça formidable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu Le plus? fonds de dotation, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, cette personne qui a créé, qui a investi, et qui a créé, bon, c'est une histoire un peu longue, mais cette cave, avec des bouteilles magnifiques, des caisses de Romanée Conti, depuis tout week-end depuis 1811, Romanée Conti, Croparentou de Jaillet, vous avez tous les grands, dans tous les formats, Motor Rothschild 45, vous avez tout. Bon. Ce fonds de dotation, ça permet, si vous voulez, de donner un cadre juridique à une collection et d'éviter qu'elle soit aliénée. En tout cas, qu'on lui a proposé des Chinois, des Russes, des Américains, des chèques de dizaines de millions, ou 50 millions, 60 millions. Et il ne veut pas vendre, il veut garder, il veut faire le Louvre du vin, il veut pérenniser. Alors, le problème qui se pose aussi, c'est qu'est-ce que ça va devenir ? Par définition, au bout de 40, 50 ans, 60 ans, le contenu... Oui, à un moment donné... ça pose des problèmes. Ouais. Mais en tout cas, donc ce fonds de dotation permet de faire des dîners à thème et de récupérer de l'argent, soit pour le fonds de dotation, soit pour faire des dotations justement à des fondations, des associations reconnues d'utilité publique. Donc là, il y a... Un des aspects quand même qui est important, c'est que beaucoup de gens, et ce qui est normal d'ailleurs, veulent laisser une trace de leur passage terrestre. Et donc non seulement le passage terrestre, mais le fait d'avoir été un des très grands du vin en France, c'est aussi de pouvoir, je dirais, ou donner de l'argent, ou d'associer son nom à une fondation, une association. Et les très riches est aussi la même chose. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est une des motivations de vos clients ? Ce sont des motivations des clients, et je les ai moi sur des très grandes familles où des personnes veulent, à l'instar de ce qui fait à l'étranger ou aux États-Unis d'ailleurs, des grands milliardaires américains. Je lisais d'ailleurs tout à l'heure il y a 4 ou 5 multimilliardaires américains, dont George Soros ou Warren Buffett, trouvaient qu'ils ne payaient pas assez d'impôts et qu'on devrait les taxer beaucoup plus, et que si on taxait beaucoup plus les grands milliardaires américains, l'argent pouvait être utilisé par l'État américain, les dirigeants pour des causes. Bon, je pense que c'est encore mieux quand vous pouvez le faire vous-même et que vous désignez, souvent nos clients nous demandent de leur trouver une contrepartie, une association, une fondation, ou de les créer pour juste ces raisons-là. C'est-à-dire que quand vous avez votre nom qui est associé, et bien après votre départ terrestre, si vous voulez, les gens pensent à vous. C'est assez humain d'ailleurs. Absolument. Mais non, c'est un domaine tout à fait passionnant, parce que vous avez rencontré des gens d'exception. Absolument, et c'est le cas aujourd'hui, donc merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Alors, on arrive assez proche de la fin, en l'occurrence, de cette interview. Il y a deux questions restent en suspens. La première, c'est si vous deviez conseiller un livre sur le vin. On a beaucoup parlé de lecture, mais si vous en aviez un à conseiller, lequel ce serait ? Alors, il y en a un que j'ai commencé à lire, ou je l'ai lu en partie, mais enfin très complexe, qui s'appelle Le goût du vin de M. Émile Pénaud, qui est là. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais envie de progresser. Donc là, quand vous attaquez ce genre de littérature, vous êtes à la limite du chimiste et tout ça. Mais j'ai appris des choses, parce que c'est vrai que le goût du vin, c'est pour moi... je dirais, j'ai envie de progresser dans tout ce qui est goût. Je suis admiratif quand je rencontre les grands sommeliers. Je suis très ami, j'ai des relations amicales avec les anciens champions du monde, là. Et alors, je suis loin d'être un champion du monde, mais c'est vrai que j'ai envie de progresser dans l'analyse d'un vin et le goût. Et donc, ce livre est tout à fait remarquable, et on apprend des choses. J'ai encore des choses à apprendre, on va dire. C'est bien noté, c'est une lecture que je n'ai pas non plus commencé, mais
Elle sera sur ma liste dans les prochaines années. Il y en a d'autres qui attendent là-bas. Oui, il y en a d'autres. Il y en a bien d'autres avant ça. Et pour finir, si vous deviez partir sur une île seule, mais avec une bouteille de vin, laquelle est-ce que vous emmèneriez ? D'accord. Écoutez, si j'ai une bouteille de Romanée Conti, ça m'irait assez bien, à condition que j'ai le tire-bouchon qui va avec. Ça serait très triste sinon, ouais, effectivement. Voilà, mais non, le Romanée Conti, c'est formidable. C'est pour moi un vin d'exception. Il y a tellement de choses. Maintenant, si je suis sur l'île désert, je me dis il faut absolument un tire-bouchon, parce que sinon je vais être malheureux. Sinon, c'est un supplice supplémentaire. Voilà. Merci beaucoup, François, de m'avoir accordé cette interview. C'était très sympathique et j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les auditeurs également. Et à bientôt. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. S'il vous a plu, je vous invite à l'aimer et à le partager autour de vous. À très vite sur 20 sur 20.